OK. Donc, on va maintenant passer à la présentation détaillée des réseaux de neurones. Donc, comme on l'a vu, le premier élément qu'on doit définir pour, euh, on va dire, comprendre cet algorithme de machine learning-là, comme on l'a vu, il faut d'abord définir le modèle. Et quand on dit définir le modèle, cela signifie comment est-ce que les entrées sont transformées en sorties ou bien en résultat du modèle. Donc, comment est-ce qu'on transforme les entrées pour obtenir le résultat? C'est ce qui, c'est ça la définition de la fonction, parce que du modèle. Parce que le modèle va nous dire comment est-ce qu'il transforme l'entrée en sortie. Donc, pour le cas des réseaux de neurones, donc, en fait, les réseaux de neurones, en fait, c'est une famille de fonctions, donc, qui ont une expression particulière. Donc, c'est vraiment une expression mathématique, en fait, hein, voilà, c'est juste une expression mathématique, mais qui a une, qui a une structure particulière. Donc, elle est composée d'abord de blocs qu'on appelle les couches. Et chaque bloc ou bien chaque couche est en fait la composée de deux fonctions. Donc, quand je dis composée, c'est au sens mathématique, quand on dit f rangé ou bien f de g de x. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit ici, la composée de fonctions. Et les deux fonctions qui sont composées, c'est quoi? C'est qu'il y a une fonction linéaire et puis il y a une fonction non linéaire. Et généralement, la fonction non linéaire, elle est appelée l'activation, comme c'est marqué ici. Donc, on va voir la formule mathématique. Donc, là, comme j'ai écrit ici, Y', et Y', en fait, j'appelle Y' la sortie du, du modèle ou bien du réseau. Et j'utilise prime ici parce qu'on va utiliser Y sans prime pour exprimer la vraie sortie à laquelle on s'attend, comme on l'avait vu dans, dans le paradigme du machine learning, justement, qui a été introduit par Samuel Arthur. Donc, Y', c'est la sortie qui a été produite par le modèle. Donc, comme j'ai mis ici Fn rond Fn-1, donc c'est dit on va appliquer F1, c'est première couche à X. Donc, F1 de X, c'est que le résultat qu'on va avoir, ça va rentrer dans la deuxième couche, qui est F2, et ainsi de suite jusqu'à Fn. Donc, si j'ai juste écrit un Rn, bon, c'est une abréviation, un réseau de neurones qui va prendre le X et W. Ici, c'est l'ensemble des paramètres ou bien le poids, comme on l'a vu dans le paradigme du machine learning introduit par Samuel Arthur. Donc maintenant, là, on va essayer de définir un peu voilà, ces éléments-là. Donc premièrement, d'abord, pour faciliter l'écriture, hein, donc on va appeler x0 égale à x. Hein, on va appeler x0 x et c'est un vecteur, c'est juste un vecteur ligne. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1 fois grand N0. Et maintenant, le FI, c'est-à-dire F1 ou Fn-1 ou Fn, c'est égal à la composée, comme on a dit, de deux fonctions, une linéaire et puis une non linéaire. Donc, voici la fonction linéaire que j'ai appelée LI pour indiquer la couche I. Et on a act qui est la fonction d'activation. Donc, la fonction d'activation, on n'a pas mis I ici parce que, en fait, en général, hein, on utilise une fonction d'activation qui est une fonction statique qui est la même partout. Donc, comme elle est la même partout, il n'y a pas d'indice, voilà, d'indice à mettre. Par contre, le LI, il est différent. Donc, c'est une forme linéaire, c'est une fonction linéaire, mais c'est pas la même fonction linéaire partout. Voilà, on peut avoir une infinité de fonctions linéaires qui sont toutes différentes. Voilà. Donc, chaque couche a sa propre fonction linéaire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis LI. Par contre, act, ça, c'est une fonction statique. Donc, voilà, elle est la même partout. Et voilà, comme on le verra, elle n'a pas de paramètres en fait. OK, donc la raison pour laquelle on a introduit X0, c'est que on, on veut, on va dire, facilement exprimer le résultat de la transformation de X après un certain nombre de couches. Donc, après la couche 1, quand X va rentrer, va être appliqué à la première couche 1, au premier bloc, le résultat qu'on obtient, on va l'appeler X1. C'est ce qu'on a mis ici. XI est égal à FI de XI-1. Donc, F1 de X qui est égal à X0, c'est égal à X1. Donc, si je fais F2 de X1, ça me donne aussi X2. Donc, ça fait que je peux dire par exemple que Y' est égal à Fn
de xn-1. Parce que c'est que xn-1, c'est égal en fait à fn-1 appliqué à fn-2. Et j'ai pu remplacer encore xn-2 jusqu'à revenir à x1. Donc, c'est une manière de simplifier l'écriture, donc avoir les résultats intermédiaires. Maintenant, le xi-1, en fait, je l'écris d'une autre manière. J'appelle ça acte de zi. Donc, cette manière d'écrire là, elle vient de cette formule-là, puisque activation rond li, ça signifie activation appliquée à li de x. Donc, c'est un peu comme si j'écrivais, euh, OK, on prend le silo. Voilà, c'est comme si j'écrivais activation de li de x. Donc, c'est ça l'activation. Acte rond li. Ça, voilà, ce qu'on a vu en mathématiques hein, depuis le lycée. Donc, le li de x là, c'est lui que j'appelle zi. Bon, normalement, on doit avoir li de xi-1 pour suivre l'ordre qui est là. Voilà, ça doit être li de xi-1 normalement. Donc, ça donne zi. Donc, zi, en fait, c'est la transformation après l'opération linéaire ou bien la fonction linéaire du bloc. Donc, j'appelle ça acte de zi. Donc, c'est juste pour faciliter l'écriture. On met les résultats intermédiaires. Ensuite, bon, ça, c'est juste une conséquence de ce qui est écrit en haut ici. Donc, y' est égal à xn. Donc, j'appelle xn en fait le dernier. C'est-à-dire que le résultat final, j'appelle xn, un indice n qui est égal à fn de xn-1. Donc, c'est la même formule avec le i qui est appliqué ici. Donc, il n'y a rien de nouveau là. Et là, j'ai juste réécrit le zi, comme bon, je l'avais déjà signifié. Hein. Donc, zi est égal à li de xi-1. Et c'est égal à quoi vraiment? C'est égal à xi-1 fois w, xi-1 fois wi plus bi. Donc, vous voyez que c'est une fonction, c'est là l'opération linéaire qui est là. Xi, c'est un vecteur, on l'a vu. Bon, j'ai mis ici avec x0, avec 0, donc mathématiquement, pour faciliter, xi-1, ça appartient à r à la puissance 1 fois n, et ici on a i-1. On va avoir i-1 en index, si je mets xi-1. Si je dis xi, ça va être i ici aussi, voilà. Donc voilà, ça c'est un produit matriciel, hein, un vecteur fois une matrice, un vecteur ligne fois une matrice, plus bi. Donc essayez de réfléchir déjà, quelles doivent être les dimensions d'UVI par exemple, et puis de bi. Hein. Bon, on va dire plus ou moins, on connaît déjà comment dirais-je, la condition d'un produit matriciel. Le nombre de colonnes de xi-1 doit correspondre au nombre de lignes de WI. Donc, on regarde bien, xi-1, c'est un vecteur ligne, mais qui est comme une matrice qui a une seule ligne, en fait. Donc, une ligne fois un nombre de colonnes qui est égal à grand N indice I-1. Indice I-. Donc, ça veut dire que WI doit avoir NI-1 ligne. Ça, c'est ce qu'on est sûr. On doit être sûr forcément de ça, pour que le produit soit possible. Après, le nombre de colonnes WI, bon, ça peut être, ça peut être, voilà, c'est libre. Mais par contre, le nombre de lignes, ça doit être forcément égal au nombre de colonnes de xi-1. Voilà. Donc, déjà, vous pouvez déduire. Bon, donc, je continue. Grand W, en fait, ça va être quoi? C'est l'ensemble de tous les paramètres que j'appelle W. Et les paramètres, si vous voyez, les paramètres, en fait, du réseau sont localisés dans chacune des opérations linéaires. Comme je l'avais dit, l'activation, c'est une fonction figée. On va voir un exemple tout à l'heure, qui n'a pas de paramètres. Elle est la même partout. C'est une fonction statique. Donc, finalement, les paramètres du réseau, en fait, sont distribués dans chacune des couches, mais spécifiquement dans les opérations linéaires. Donc, les W, I et les BI dans chacune des opérations linéaires, c'est là que on va dire, rassemble tous les paramètres du réseau. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ici WI et les BI pour tous les I allant de 1 jusqu'à N. Bon, j'ai écrit la même chose. Et les XI, BI, ZI,
eux tous, ils appartiennent à un vecteur ligne de NI colonne. Ah, donc, de là, vous pouvez déduire d'où VI directement. Nombre de lignes est égal à grand N indice I moins 1 fois grand N de I. Donc, comme on avait déjà déduit tout à l'heure le nombre de lignes, mais par rapport au nombre de colonnes, puisqu'on va additionner XI moins 1 fois BI, fois WI plus BI. Donc, comme BI déjà, il est à 1 fois NI, ben, quand je vais faire ce produit matriciel-là, le nombre de lignes de NI-1 là va disparaître puisque on aura, ici, on a un grand N, je mets ici I moins 1. W, lui aussi va avoir grand N I moins 1 ligne et on a un nombre de colonnes. On a un nombre de colonnes, mais ce nombre de colonnes-là, normalement, quand on va faire le produit des deux, c'est qu'on va voir, on va finalement trouver un vecteur ligne, puisque ces deux-là vont partir ensemble. Donc, ça va être un fois une valeur qui est ici. Alors que BI, lui, il est à 1, NI-1. Donc, pour que la somme soit possible, il faut que ce soit nombre de colonnes soit égal à NI. Donc, si vous faites bien attention, en fait, c'est que on transforme le vecteur XI de la dimension NI-1 vers NI. C'est comme c'est une projection d'un nouvel espace, en fait. On change, la dimension change après cette opération linéaire, en fait. XI-1 avait, avait ou dimension. Bon, quand je dis dimension ici, je fais phi du nombre de lignes, puisque c'est 1. Donc, le nombre de dimensions, la dimension, c'est NI moins 1. Et quand on passe par l'opération linéaire, là, on va finalement obtenir un vecteur qui a pour dimension NI moins 1. Donc, c'est comme si on transforme X de, on va dire, d'un espace, d'une dimension spécifique à un autre espace, à une autre dimension. Après, si vous concevez, vous faites le design de votre propre réseau, vous êtes aussi, on va dire, vous avez le choix de choisir la même dimension ou bien de prendre une dimension plus petite. Là, on ne rentre pas en ces considérations ici. Donc, c'est libre à celui qui va concevoir son propre réseau à lui, que ce soit plus grand, que ce soit plus petit, voilà. Mais c'est juste qu'on peut voir ça comme une projection d'un espace vectoriel vers un autre espace vectoriel qui a une autre dimension. Donc, ça va revenir après dans l'interprétation, la compréhension de ces réseaux-là. OK, donc voilà un peu brièvement le réseau de neurones. Donc, peut-être le côté mathématique ici, les écritures peut paraître truc, mais au fond, c'est que on a voulu écrire beaucoup de choses en peu de caractères. C'est pour ça qu'on utilise ces symboles-là, parce que W, c'est toute une grosse matrice. Bon, c'est plusieurs grosses matrices avec plusieurs vecteurs. Et on a une composée, beaucoup de fonctions. Donc, on va dire, l'écriture mathématique nous permet de pouvoir écrire ça de façon plus compacte. Mais bon, j'espère qu'avec l'explication, c'est clair. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est vraiment une voilà, opération linéaire simple. Donc, on va poursuivre. Hein. Donc, on va, attendez que je supprime toutes ces choses-là. Voilà. Donc, on va voir un exemple simple. Hein. Donc, si je prends le cas d'un réseau de neurones qui a une seule couche en une seule dimension. Hein. Donc, il y a un petit typo ici. Donc, le N, on a vu que F1 est à Fn. Donc, on a une seule couche, donc c'est un seul F, donc c'est F1 seulement. Et j'ai supposé que la dimension ici est dimension 1. Donc, NI, bon, en fait, ici, on a seulement N1. J'ai mis ici NI. On a seulement N1. Donc là, c'est encore un typo. Hein. Je dois mettre, c'est juste I égale à 1 seulement. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de 2. Et l'activation, c'est une fonction que j'appelle ici, voilà, qu'on appelle relu. Bon, c'est une fonction qui est connue dans le domaine, qui relu qui signifie Rectify Linear Unit. Donc, c'est la fonction, on va dire, unitaire, hein, comme on appelle souvent, on dit la première bisectrice. OK, donc si j'écris la formule, donc y' est égal à f, bon, j'ai mis ici f directement parce qu'on a seulement f1 en fait, on a juste f1, donc c'est pour ça que j'ai préféré, voilà, j'ai écrit f, mais sinon, bon, si on veut être catégorique, c'est f1 seulement, qui est égal à activation, et là j'ai remplacé directement, bon, parce qu'ici on a une dimension,
Donc, tout à l'heure, ce que j'avais présenté, c'était un produit matriciel. Et vous savez que le produit matriciel n'est pas commutatif. Ça signifie que la matrice A fois la matrice B est différente de la matrice B fois la matrice A. Donc, l'ordre de l'opération est important. Mais quand on est en dimension 1, c'est ce produit matriciel-là se réduit à un produit simple. Et le produit simple est commutatif. Donc, je peux inverser le A et le B. Donc, le A, en fait, représente le W ici. Hein. Donc, le A, c'est comme W. Donc, je peux inverser. Je peux mettre le A, le W avant le X. Hein. Donc, comme on a une dimension. Juste pour écrire la forme à laquelle vous êtes habitué, A, X plus B. Voilà. Donc, ça fait activation de AX plus B qui est égal à activation de Z. Donc, Z, si vous l'aurez compris, c'est égal à AX plus B. Donc, j'ai mis ici le lit ici. Donc, c'est égal à, voilà, j'ai mis ici l'indicatrice pour X supérieur à 0, hein, pour Z supérieur à 0. Donc, j'ai mis ici relu de Z. Hein. Je peux dire relu de X, relu de A, tout ce que je veux. C'est une variable, tout simplement. Donc, c'est égal à l'indicatrice lorsque Z est supérieur à 0 fois Z. Ça signifie que quand Z est supérieur à 0, on va dire ce indicatrice-là, ça, seulement, ça signifie que quand z est supérieur ou égal à 0, c'est égal à 1, sinon c'est égal à 0. Voilà. Donc ça fois x. En fait, on peut écrire ça autrement. Hein. C'est égal au maximum, si vous voulez. C'est égal au maximum. Max entre 0 et puis z. Voilà une autre manière plus simple d'écrire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si z égale à moins 1, ça va être égal à 0. Si z égale à moins 0,0000001, ça va être égal à 0. Si z est égal à 0,00001, que c'est positif, 0,001, alors c'est égal à 0,001. Donc, c'est le maximum entre 0 et puis z. Donc, c'est la même chose. Hein. Peut-être cette écriture est un peu plus méchante, je ne sais pas trop. Bon. Mais en tout cas, ça, peut-être c'est beaucoup plus clair de comprendre ça. Donc, c'est juste le maximum entre 0 et puis z. C'est ça, la fonction réduite. Donc, j'ai réécrit ici en remplaçant le z par sa valeur. Hein. C'est ax plus b supérieur à 0 fois ax plus b. Voilà. Donc, c'est la même chose. Ce qui est là, c'est la même chose. J'ai juste remplacé z par sa valeur. Donc, voilà. X et puis y prime appartiennent à R. Donc, un fois un. Et W, c'est juste A et B, l'ensemble des paramètres. Voilà. Donc, c'est juste ça. Et voilà la fonction rélue là qui est là. Donc, si vous regardez bien, c'est la première bisectrice. Hein. Voilà, c'est juste la première bisectrice. Parce que normalement, en fait, on devait avoir ici, ça c'est l'axe 0, 0. Voilà. La première bisectrice, ah bon, là, j'ai manqué un peu le truc, mais la première bisectrice, elle passe par là et puis elle continue. Mais tout ce qui est inférieur à 0, en fait, on ramène ça à 0. Et puis, quand c'est supérieur à 0, c'est égal à lui-même. Donc, c'est juste ça. Donc, voilà un réseau. Voilà comment on a défini un réseau de neurones en une dimension voilà, en une dimension à une seule couche. Voilà. OK. Donc, on va poursuivre. J'espère que c'est clair maintenant avec l'exemple. Euh, Zoom. OK. Donc maintenant, on passe au deuxième élément qui est la mesure de la performance. Donc pour cela, on va introduire certains éléments. Donc, comme vous savez, on a dit que quand on fait l'apprentissage, c'est avec plusieurs données. Il faut plusieurs données, donc qu'on appelait expérience aussi. Donc ici, j'ai mis tout dans une seule matrice. Et le X avec un en haut, en fait, ça représente une seule donnée. Donc en fait, ce X avec en puissance entre parenthèses 1. J'ai préféré mettre la parenthèse en puissance pour ne pas qu'on confonde ça avec x au carré, x à la puissance 2. Voilà, pour faire la différence. Donc, ce x1 qui est là, c'est un vecteur ligne qu'on a vu tout à l'heure là. Donc, un vecteur ligne, un autre vecteur ligne, un autre vecteur ligne. Vous voyez que ça finit pour avoir maintenant, on finit par avoir, comment on appelle ça même, une matrice, hein, puisqu'on aura plusieurs lignes, une ligne. Donc, on aura une matrice de K lignes. Et puis, bon, le nombre de colonnes, ça va dépendre de la dimension de X. Donc, les X qui sont ici, là, considérez que ce sont les X0 qu'on a vu tout à l'heure, là. Donc, la dimension, elle est bien précise. Donc, on peut dire, si on utilise la même notation, cette matrice, elle a pour taille, euh, on va dire qu'elle a pour taille K
c'est K ligne et puis N0 colonne. Voilà. Je suppose que tous les X, parce que ça, c'est vraiment les données initiales. Et on a dit que les données initiales, on les appelait X0. Donc, c'est comme si c'était les X0, X0 qui sont là. Donc, les cas, c'est pour distinguer le nombre, les différents échantillons des données qu'on a. Donc, ça, on peut voir ça comme une matrice K ligne fois N0 colonne. Voilà. Donc, on a aussi Y. Hein. Donc, Y, on n'a pas été spécifique sur Y parce que dépendamment du problème, ça peut être une seule valeur, ça peut être aussi un vecteur. Donc, ça dépend. Voilà, ça dépend du problème. Donc, ça, c'est les Y qui sont là. Ça, c'est vraiment la vraie sortie à laquelle on s'attend. Hein. Donc, pareillement, pour chacun des X0, elle est la vraie sortie qui correspond, donc pareillement les cas. Et le Y', ça, c'est ce que le modèle a produit. Donc, c'est pour faire la différence qu'on a mis le prime tout à l'heure, là, voilà. Donc, Y', c'est toute la matrice qui rassemble toutes les sorties qui ont été produites par les différents X qui sont là. OK, donc, le loss, en fait, de Y et de Y', en fait, c'est juste la somme de loss entre chacun, c'est-à-dire entre Y1 ici et Y'. Donc, c'est comme si on faisait en fait le loss entre chacun, élément par élément, élément par élément. Et après, après, on somme le tout. Donc, c'est ça le loss. Et ici, c'est ce que j'ai fait, j'ai juste remplacé le Y' par sa valeur. Le Y' entre parenthèses K, petit K, je l'ai remplacé par sa valeur qui est en fait le réseau appliqué à XK avec W. Donc, j'ai réécrit ça pour rappeler que, en fait, le loss dépend, en fait, de X, de Y et puis de W. Voilà. Donc là, on n'a pas encore spécifié c'est quoi hein, le loss, juste déjà pour monter, parce qu'en fait, il y a plusieurs fonctions. OK. Donc, formellement, en fait, comme on a mis ici, la fonction loss est ce qu'on appelle une mesure de divergence D, c'est-à-dire une mesure de distance entre deux distributions probabilistiques. Donc, quand c'est probabilistique, j'aurais dû mettre ici. Donc, c'est important. Vous vous souvenez que lorsqu'on a parlé du formalisme mathématique qui a été introduit par celui qui a conçu les SVM, support vecteur machine, qui a établi la théorie, qui a formalisé toute la théorie du machine learning, il a dit que, si vous vous souvenez, on a dit que les sorties qui sont produites par le superviseur suivent une distribution Y, sachant X, une distribution. Donc, on suppose ici, en fait, que ce que le modèle fait sortir, c'est une distribution. Et puis, le vrai résultat, c'est une autre distribution aussi. Donc, on a deux distributions. Donc, ces deux distributions, on veut voir en fait comment est-ce qu'elles sont proches. Donc, vous voyez que c'est cela qui donne tout le sens d'avoir une mesure de distance en espace de distribution même de probabilité. Donc, ça suit vraiment le formalisme mathématique. Hein. Donc, on a une mesure de divergence pour pouvoir mesurer la différence entre deux distributions. Parce que l'idée, c'est qu'on veut que la distribution produite par en sortie par le modèle puisse se rapprocher le plus possible de la distribution réelle hein, du résultat auquel on s'attend. Donc, elle veut deux propriétés. C'est que la divergence d'une distribution P de Q est toujours supérieure ou égale à zéro. Et lorsque la distribution est nulle, ça implique que P égale à Q. Voilà. Donc, en général, on cherche à tendre vers ça. Hein. Donc, on ne cherche pas souvent à être égal à ça, vraiment, parce que souvent être égal, ça peut impliquer que peut-être en train de faire du overfitting. On va voir ça après. Et cela n'est pas, ça veut dire que le modèle, il mémorise, mais il ne réussit pas à capturer le plus important des, des éléments. Donc, en général, on veut tendre, même pas vraiment être égal à, exactement. OK. Donc, ça, c'est pour la mesure de divergence. Donc là, on va donner la mesure de performance. On va donner un exemple simple ici. Un exemple simple que vous connaissez, c'est la distance euclidienne. Hein. Donc, souvent, on l'appelle MSE dans le machine learning ou bien l'erreur quadratique moyenne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On prend la moyenne 1 sur K de la somme des K. Et là, j'ai supposé ici que, bon, j'ai pris une distance ici. Donc, ici, je suis d'un cas un peu général. C'est-à-dire que le Y' et les Y peuvent avoir n'importe quelle dimension. J'ai appelé ça
distance. Si c'est en une dimension, ça va se limiter à la valeur absolue, au carré, ou bien même sans valeur absolue parce que le carré est toujours positif. Si on est en dimension 2, ben, ça va être la différence coordonnée par coordonnée, et puis on met la racine carrée, hein, comme vous connaissez la distance euclidienne. Si on était en deux dimensions, par exemple, ben, on va faire, bon, je vais enlever les cas là, je vais juste utiliser Y' et Y pour ne pas avoir trop d'éléments à écrire. Donc, ça fait Y' euh, 1. Donc, un c'est par rapport à la première dimension, moins Y', le tout au carré, plus, comme on avait, c'est dans l'espace à deux dimensions, ça va être Y'2 moins Y2 au carré. Non, moi, c'est racine carrée de tout ça qu'on doit mettre. C'est ça la distance euclidienne qu'on a en deux dimensions. Mais on a dit quoi? Au carré. Donc, c'est-à-dire la racine carrée va sauter, en fait. Donc, la racine carrée va sauter. Donc, ça donne juste ça. Si c'est en trois dimensions, donc ça va aller jusqu'au nombre de dimensions. Donc, ça, c'est une formule qui est un peu générale. Pour n'importe quelle dimension, bon, ça prend en compte. Donc, la distance, voilà, euclidienne entre deux vecteurs ou bien deux valeurs. Donc, là, j'ai remplacé juste par les valeurs ici. Donc, ça, c'est une mesure de divergence, en fait. Donc, cette moyenne euclidienne que vous voyez là, en fait, c'est une mesure de divergence entre deux probabilité. C'est vrai que ça coïncide ici en fait avec une distance au sens mathématique, mais ça correspond à une différence entre deux distributions de probabilité. Ok, voilà, ça c'est beaucoup mieux. On peut effacer un seul coup. Voilà. Donc ici, il y a mis une remarque, c'est que en fait, ça présuppose que Y prime et Y, les deux suivent en fait une loi normale, centrée réduite, c'est-à-dire qu'avec la moyenne 0 et puis la variance ou bien l'écart type 1. Donc, ce sont des variables aléatoires continues de loi normale, hein, comme j'ai écrit. OK. Donc, le troisième élément maintenant, c'est le mécanisme de mise à jour des paramètres. La mise à jour des paramètres. Donc, déjà, on va récapituler l'os. On a vu que l'os dépend en fait de X et Y et de W. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vais réécrire que l'os, en fait, c'est une fonction de W, en fait. Pourquoi? Parce que le X et le Y sont figés. Ce sont des données qui sont issues d'un phénomène réel. Donc, ce n'est pas des choses qu'on manipule. C'est vrai qu'on les considère comme des observations de variables aléatoires, mais une fois qu'on a observé, c'est quelque chose de figé. Donc, quand on dit variable aléatoire, c'est quoi? Ça signifie une variable dont la valeur, elle est incertaine. C'est-à-dire qu'à l'avance, on n'est pas trop sûr. Mais on sait que quand même, on a une idée, en fait, de là où les valeurs vont tourner, hein, comme je peux dire peut-être de la plage des valeurs, on a un peu une idée de la plage des valeurs, mais on n'est pas sûr d'une valeur spécifique. C'est ça, une variable aléatoire. Mais quand on l'observe, c'est fini, on l'a observé, on sait déjà on connaît la valeur directement. Donc, là, quand on l'a observé, ben, ce X et les Y sont des constantes. Donc, c'est pour ça on a dit que l'os dépend seulement que de W et j'ai réécrit L de W. Et justement, quand on a vu l'algorithme de Arthur, on a vu que qu'est-ce qui se passe? Quand on fait les mises à jour, on change seulement le poids. On ne change jamais les entrées ni les sorties. Ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter de nouvelles entrées, de nouvelles sorties pour augmenter la taille des données, mais on ne doit pas changer les données. Parce que si on change les données X et Y, les entrées et les sorties, c'est comme si on était introduit une distorsion dans la réalité. C'est comme si les données maintenant vont plus capturer la réalité qu'on veut modéliser. Donc, il faut bien saisir ça. Donc, c'est le double seulement c'est là on peut agir pour pouvoir avoir un modèle hein, qui performe bien. Donc, le problème maintenant, hein, comme on l'avait vu avec Vapnik, il dit que le problème du machine learning consiste à trouver dans une famille de fonctions bien données. Donc, ici, le modèle a déjà défini la famille de fonctions. Dans cette famille de fonctions qu'on a choisie là, quelle est la fonction spécifique qui va minimiser le loss? Et cette fonction spécifique là qui va minimiser le loss, au fond, ça revient à dire
quel est l'ensemble de paramètres spécifiques de cette famille de fonctions. Parce que la manière dont on a défini les choses, c'est que on a une fonction qui a une forme bien spécifique, mais la différence entre une fonction et une autre de cette même famille-là, c'est juste les valeurs des paramètres. Donc, autrement dit, les valeurs des paramètres, en fait, définissent l'instance spécifique de cette famille-là. Donc, on a différents éléments et donc, chaque fois qu'on a différents paramètres, c'est une autre fonction de la même famille qu'on définit. Donc, le W0 ici, ça caractérise en fait la connaissance d'une fonction spécifique, puisque ce W0-là va nous permettre de pouvoir avoir une fonction bien spécifique. Ça ne sera plus n'importe quel W. Les valeurs des WI, des BI, de la fonction linéaire dans le cas des réseaux de neurones seront des valeurs bien spécifiques. Si on a une dimension, le A peut être égal à 2 et le B peut être égal à 3. C'est une valeur bien spécifique. Donc, c'est ce qu'on recherche en fait. On cherche le W0 qui va minimiser le loss de W. Donc, c'est mathématiquement écrit comme ça, argument min. Donc, quel est l'argument qui minimise cette fonction? L'argument, en fait, d'une fonction, c'est le paramètre, en fait, W qui est là. Donc le W, et j'ai mis ici W qui va parcourir l'ensemble des valeurs de l'espace W. Donc, bon, c'est une manière d'écrire tout simplement pour dire que on va chercher dans l'ensemble des valeurs. Donc, si je vous pose la question, réfléchissez, comment est-ce que vous pouvez trouver euh, ce W0 là? Quelle peut être on va dire, une approche naïve, par exemple, aussi simple? Essayez de réfléchir un peu avant que je donne la réponse. Bon, une approche naïve, c'est quoi? Tout simplement, ben, je vais essayer des valeurs comme ça au hasard de W. Je prends une valeur et puis je calcule l'os de cette valeur-là, je vois. Après, je prends une autre valeur encore, je calcule l'os encore, je vois. Et puis après, je vais classer pour voir en fait quelle est la plus petite valeur et c'est elle que je vais considérer. Je peux faire ça, c'est une possibilité. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que l'espace des valeurs est un espace qui est infini. Et je peux dire que c'est vraiment infiniment infini. Si on prend juste le cas qu'on a vu en dimension 1, on a dit que W qui est égal à A, donc on a A et B seulement, en une dimension, une seule couche, on a A, B seulement. Appartient à R. R, il y a combien de valeurs dans R qu'on peut essayer? Une infinité. Il y a combien de valeurs dans B qu'on peut essayer? Une infinité. Mais imaginez les réseaux de neurones qui ont 1 milliard de paramètres que ChatGPT. Si on devait faire des tests pour essayer 1 milliard de valeurs, sachant que chacune des 1 milliard de ces valeurs-là a un espace infini, donc c'est 1 milliard d'infini. C'est-à-dire qu'on peut lancer le calcul et puis, bon, peut-être on va tous mourir, c'est pas encore calculé, hein. Voilà. Donc, ça signifie qu'il faut trouver une autre manière qui sera plus, voilà, propice à pouvoir trouver, à minimiser cette fonction-là. Et c'est en cela que, justement, l'algorithme que vous connaissez, peut-être vous avez déjà tous entendu, peut-être, rentre en ligne de compte. Donc, c'est la méthode d'optimisation inventée par Cauchy en 1847, qui date de très longtemps, qu'on appelle la descente du gradient. Vous avez sûrement entendu la descente du gradient ou bien SGD, Stochastic Gradient Descent. Donc, c'est Cauchy qui l'a inventé depuis ben, 200 ans, hein, presque 200 ans. Donc, c'est cette fonction, c'est cette méthode-là qu'on utilise aujourd'hui. Euh, et elle se résume à cette équation qui est là, tout simple, qui dit que au départ, je suppose que j'ai une valeur de W. Donc, peu importe la valeur que j'ai. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des valeurs aléatoires d'abord. Donc, on commence avec des valeurs aléatoires. Maintenant, avec ces valeurs aléatoires-là, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la dérivée du loss par rapport à W. Et puis, on va le pondérer par une valeur qu'on appelle état ici, qu'on appelle le rythme d'apprentissage en général, qui est une valeur positive. Et on va faire W, la valeur initiale qu'on a donnée à W, moins le état fois cette dérivée-là. Ça nous donne une autre valeur de W. Donc, quand on a une autre valeur de W, ce W-là, en fait, justement, c'est un W qui nous permet de pouvoir minimiser le loss, comme Arthur l'a défini dans le truc, on va dire, dans son paradigme qu'on a, le schéma qu'on avait présenté. Donc, pour chaque W, chaque fois qu'on va faire la mise à jour, on va avoir un nouveau W qui va permettre. Donc, vous voyez que c'est un algorithme itératif, en fait, itératif, jusqu'à ce que, ben, on ait une valeur qui soit quand même, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on se rapproche vraiment du minimum où, voilà, le W, on réussit plus à vraiment
améliorer. C'est-à-dire que le W commence à devenir trop proche du W et puis on s'arrête. Donc ça, c'est à nous de poser la condition pour pouvoir s'arrêter, hein. Voilà. Donc, et pour pouvoir avoir une idée simple, hein, voilà un schéma pour expliquer ça. C'est que on suppose qu'on a le loss ici. Donc W ici, c'est, comment dirais-je, on va dire, on a une dimension. Il suppose qu'on a une dimension. On a W qui est là. Et puis on a L de W en ordonnée qui est là. Et ce qu'on fait, c'est que on va déjà débuter euh, ici. On suppose qu'on était ici par hasard, le W initial. Donc, la formule nous dit quoi? Que avant de pouvoir mettre à jour, pour trouver la prochaine valeur de W qui nous rapproche du minimum, parce qu'on veut minimiser cette fonction-là. Donc, le minimum, c'est celui qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord calculer la dérivée de W par rapport au loss. Donc, la dérivée, ben, vous connaissez la fonction, hein, on peut calculer la dérivée, ça va être le loss appliqué à un W plus H moins le loss appliqué à W divisé par H, hein. Donc, c'est la limite de ça. Bon, limite, ça veut dire qu'on se rapproche tellement, très, très, très proche. Donc, ça signifie que, bon, on approxime souvent par juste en prenant un H qui est très, très petit. Mais, juste pour comprendre, c'est que vous voyez que la fonction ici, elle décroît. Donc, si j'ai fait F, le H, il est positif, bien sûr, hein. Si j'ai fait le H, euh, j'ai fait W plus H. Donc, j'ai W qui est là. Si je déplace, je vais m'avancer d'ici. Je vais peut-être me retrouver quelque part ici. Donc, vous voyez très bien que quand j'ai fait le L de X plus H, je vais dire W plus euh, H. Ici, en haut, ici, j'ai W. Donc, on voit très bien que le L de W plus H, je vais mettre ici L, soit plus clair. Et là, j'ai le L aussi. Donc, on voit très bien que le L de de W plus H, il est inférieur à celui de L de W. Donc, il est inférieur. Donc, ça signifie que quoi? Quand je vais faire la différence serait négative. La différence, elle est négative. Donc, la dérivée, en fait, elle est négative. Et c'est normal parce que la dérivée, elle découle. Quand la dérivée est négative, c'est qu'on décroît, hein. Donc, la dérivée, elle est négative. Donc, vous voyez que cette dérivée ici, elle est négative fois un élément qui est positif. Donc, tout ça, c'est négatif, hein. Donc, ça fait un nombre négatif. Ça fait W moins un nombre négatif. Donc, ça fait W plus une valeur, hein. Donc, on aura le prochain W, ça va être un W qui va être plus en avant. C'est pour ça que j'ai mis ici une flèche pour dire que quand j'ai fait W plus, si j'ai fait la mise à jour, la première mise à jour, le prochain W qui va permettre de minimiser, ça va être un W qui est un peu plus en avant. Donc, c'est pour ça que bon, ça, c'est juste un exemple que j'ai mis ici, hein. Donc, c'est bientôt le état qui va donner le coefficient, hein, pour pouvoir faire avancer. Ah, donc, supposons que c'est mon état qui donne cette prochaine valeur. Donc, le W était euh, ici. Ben, le prochain W, c'est celui qui est là. Donc, vous voyez que en appliquant cette formule-là, ça nous avance. Ça fait que finalement, voilà, on se retrouve ici, finalement, sur la coupe. On se retrouve ici, après la première mise à jour. Donc, ici, on va faire encore le même procédé encore, puisque la fonction descend toujours. Donc, la dérivée est toujours négative. Vous voyez qu'on va se rapprocher et après plusieurs itérations, on va arriver au minimum. Et si on arrive au minimum, quelle est la fonction, de quoi est-ce que, comment est-ce que je vais dire ça? Quelle est la propriété quand on arrive à un minimum local, qui est un extrémum local? On sait très bien que dans notre leçon du collège 20 du lycée, hein, c'est que la dérivée dans un minimum local ou même maximum local, c'est ce qu'on appelle l'extrémum, et la dérivée elle est nulle. Donc, la dérivée de L par rapport à W ici va être égale à zéro. Ça signifie que les mises à jour vont toujours tomber sur W. Donc, quand il va arriver ici, il va s'arrêter là. Il va bouger. Donc, il va arriver au minimum. Donc, vous voyez. Donc,
Vous pourrez vous dire, ah, mais c'est parce qu'on était ici, donc ça tombait bien. Si on se met ici, on aura la même chose. Parce que regardez très bien, la fonction elle est en train de croître ici par rapport à W. Quand on avance, elle est en train de croître. Donc, quand on va faire le même calcul, la dérivée va être ici positive. On aura la dérivée positive. Donc, ce qui signifie que ici, ça sera un élément positif. Et donc, W moins état qui est positif, quoi, le positif, c'est qu'on va diminuer les valeurs de W. Ça signifie que si on commence ici, la mise à jour va nous faire diminuer le W. Ça va nous ramener en arrière. Donc, le prochain va se retrouver ici. Et pareillement, et on va se retrouver ici. Donc, ça, c'est une formule qui a été trouvée par Cauchy depuis les années 1800. On disait qu'il faisait des travaux sur des trucs d'astrologie pour calculer les positions des étoiles et autres. Et c'est là qu'il a inventé cette formule-là. Donc, voilà. Donc, cette formule-là, très simple, mais elle nous permet de pouvoir arriver à un minimum local qui permet de pouvoir minimiser le loss. Et une fois que le loss est minimisé, alors on est sûr que la sortie qui est produite par le modèle, elle est très proche de la sortie à laquelle on s'attend et donc on a le bon résultat. Donc voilà, vous voyez que derrière, en fait, tout ce que vous voyez comme AI, il n'y a rien, c'est juste des calculs mathématiques qui sont derrière. L'algorithme, en vérité, il ne comprend rien, hein. Donc, vous pouvez voir l'IA, ChatGPT qui parle, mais au fond, il ne comprend rien. C'est juste que ces calculs ont été faits. On a trouvé des valeurs qui sont minimales. Et bien, donc, il va donner les valeurs qui minimisent justement hein, ce loss-là. Donc, au fond, c'est qu'il est en train de minimiser un loss. Chaque fois qu'il vous donne un résultat, c'est parce que ce résultat qu'il vous a donné, en fait, correspond à ce qui permet de pouvoir minimiser hein, le loss. OK, donc j'espère que c'est clair, hein. Donc, on va poursuivre, passer tout. Non, effacer tout. Voilà. OK, donc voilà. Après ça, on va passer voilà, à la pratique. Donc, allez, donc on se verra tout à l'heure pour la pratique.